Bonjour, c'est Stéphane Edouard. Alors aujourd'hui, je vous présente un livre, comme il est de coutume de dire du côté des éditions Retour aux Sources. Salut Michel, si tu regardes cette vidéo, je crois que tu es cofondateur de cette maison d'édition et j'espère que cette note de lecture, comme tu dis, ou cette fiche de lecture, comme je dis, te parlera. Alors, avant toute chose, vous connaissez désormais, je m'adresse 30 secondes aux followers, aux abonnés à ma chaîne, vous connaissez désormais, et aux non-abonnés d'ailleurs, vous connaissez désormais le rythme depuis des mois. Les vidéos courtes d'une dizaine à une douzaine de minutes maximum, c'est en semaine le soir, aux alentours de 20h, et le dimanche, le samedi matin ou le dimanche matin, selon le temps d'upload, je vous donne quelque chose de plus consistant. Alors aujourd'hui, j'espère que ça va l'être. Bref, si vous n'étiez pas encore abonné, c'est le moment de le faire. La chaîne n'a jamais été aussi active. Et si vous étiez déjà abonné, mais que vous n'aviez pas cliqué sur la cloche à côté du bouton abonné, eh bien tentez de le faire, comme ça vous serez notifié de la parution des vidéos et vous ne les louperez pas, vous ne les perdrez pas dans votre flux, dans votre fil d'actualité YouTube. Voilà. Alors, l'homme tue et la femme rend fou, qui aurait d'ailleurs pu être sous-titré comme mes séminaires, exploration ou contre le déni du côté obscur, des versants obscurs de H et de F, par Philippe de Vulpillère. Nous allons lui appliquer le traditionnel template, le traditionnel plan des fiches de lecture de votre sociologue préféré. Pour ceux qui préfèrent lire, le lien vers la fiche de lecture est ci-dessous. Pour ceux qui préfèrent regarder, restez avec nous. Et pour ceux qui préfèrent entendre, je leur donne également ci-dessous un moyen de télécharger simplement l'audio de cette note de lecture afin de ne pas vider la batterie de votre précieux mobile ou tablette avec la fenêtre YouTube toujours ouverte. Alors, petite vérification de dernière minute évidemment. Le micro est-il toujours allumé? Il l'est. Bien, alors nous sommes partis là. Résumer ce livre n'est pas chose facile, ce qui déjà le caractérise en soi. En général, les livres qui sont faciles à résumer sont les livres dont la préconisation, les essais, si vous voulez, dont la préconisation, la posologie du médicament est assez claire, et dont le diagnostic est assez ambigu. Là, c'est le contraire. C'est un livre dont le diagnostic du problème est finalement assez clair, mais dont l'ambiguïté vient au niveau de la prescription et de la posologie recommandée par le docteur Vulpillère. Alors tentons quand même, j'ai tenté 2 résumés, comme d'habitude dans les fiches de lecture, un bien bref et l'autre plus détaillé. Alors, donc c'est un essai tragique sur la décadence du monde contemporain, vous l'aviez deviné, vous le saviez, vu à travers... Alors, au niveau des idées, pas au niveau de la narration, parce que la narration est passée au crible de références bibliques, mais nous y reviendrons, mais au niveau des idées, vu à travers une désaffirmation, un enfumage, on va dire, du rôle de l'homme et de la femme comme boussole respectivement morale et physique. Alors, je vous ai promis le résumé. Donc, la femme, ou les femmes, il y a une précision, selon moi, une précision sémantique un peu manquante au niveau de la femme ou de les femmes, car ce n'est pas la même chose. La femme est le plus petit dénominateur commun de l'ensemble des individus de sexe féminin, et ce n'est rien, c'est un détail sémantique, un peu technique, mais on ne peut pas, par un coup de baguette magique, assimiler la femme et les femmes, sans se demander quel est ce dénominateur commun. Bon, c'est un détail. Donc, les femmes sont soumises à une injonction. Nous verrons que Philippe
s'approprie, ou en tout cas affaissient le concept de double bind de Michéa, donc de la fameuse double injonction paradoxale contradictoire. Donc les femmes sont soumises à un certain nombre d'injonctions, au premier lieu desquelles l'injonction cathodique, c'est-à-dire la représentation du corps féminin à la télévision. Par télévision, je pense qu'il entend le panel global de la presse populaire. Cette injonction consiste à plaire, c'est-à-dire à se rendre le plus visuellement désirable, attirante et provocante aux yeux des hommes, afin d'émuler entre eux une compétition dont ils ne peuvent sortir finalement que tous relativement perdants, quoi. C'est ce qu'il appelle, page 34 ou 54. Évidemment, c'est quand on cherche une note que tout à coup on ne la retrouve plus alors qu'on l'a eu sous les yeux tout le week-end. Ah oui, alors c'est ce qu'il appelle, le page 79, le baise-moi. Et une autre page qu'évidemment je ne retrouve pas parce que putain, quand on est filmé, quand on se filme, tout à coup, bizarrement, tout devient difficile, qui s'appelle le va te faire foutre. Donc voilà, donc l'homme est soumis à une injonction subliminale, baise-moi, comme ça, une alternance, un compendium d'injonctions paradoxales, baise-moi, va te faire foutre. Donc la femme place l'homme devant cette double proposition, nous enjoignant, nous hommes, à choisir le moindre mal parmi deux scénarios. Enfin, j'en ai identifié deux dans le livre, après il m'en manque peut-être un, mais voilà comment j'ai compris la chose. Alors, premièrement, la poursuite du plaisir à tout prix. C'est-à-dire répondre à cette injonction de la bombe sexuelle, de la mannequin, de toutes ces imitatrices du quotidien. Et injonction nous poussant donc à tenter notre chance, entre guillemets, entraînant donc tentative qui entraîne évidemment à son tour donc l'affront cuisant de l'échec, puisque 99 fois sur 100, ou même beaucoup plus parfois, évidemment, le baise-moi se transforme en va te faire foutre, tu ne brilles pas assez, ta valeur mondaine est insuffisante à mes yeux. Et deuxième conséquence donc, de cette stratégie masculine, c'est l'instabilité morale de la société qui vacille sur ses structures. Alors vous allez me dire que là, il manque un petit élément logique, mais je vais vous le donner. Alors, le dessin du corps social que nous donne Philippe de Vulpillère est un dessin un peu néo-platonicien, où la complémentarité du corps féminin et du corps masculin, de l'esprit féminin et de l'esprit masculin, tient au fait que l'un est la boussole de l'autre et vice-versa. L'homme est la boussole morale de la femme est la boussole physique de l'homme. Et un homme, plutôt un compendium d'hommes, l'homme avec un grand H, qui perd son rôle de boussole morale sous les assauts incessants de ses ennemis, qui sont donc la chair, hein, le stupre, comme dirait ma copine Armelle, d'ailleurs, qui m'a gentiment prêté le livre. Donc, d'ailleurs, Armelle, si tu regardes cette vidéo, j'ai essayé de te le dire au téléphone l'autre jour, j'ai pas réussi à t'avoir. Voilà, j'ai totalement griffonné le livre que tu m'as prêté, donc je vais te le racheter. Voilà, je vais te le racheter et te le faire livrer chez toi. Parce que je ne peux pas te le rendre dans cet état. Tu m'en excuseras, mais enfin, moi, je lis les livres qu'on me prête, ce qui n'est pas le cas de la plupart des gens à qui je prête des livres. Alors merci encore. Armelle, donc, l'homme cède sous les coups de boutoir de ses ennemis, qui sont la chair, le stupre, la société et le démon. Hein. Donc avec ce jeu syllabique, cette assonance monde et démon, monde, démon. Alors ça, sont les conséquences de
du fait de céder à l'injonction à la partouze. Seconde stratégie, ou plutôt seconde scénario de réponse, seconde proposition, revenir à une chasteté de raison, s'affranchissant ainsi de la tentation démoniaque de la chair et de l'argent, donc du démon et de Mammon, par finalement l'injonction de la Bible, hein, celui qui résiste au plaisir couronne sa propre vie. Alors, ça c'est pour l'homme. Alors la femme, quant à elle, serait en train de passer d'une libido narcissique d'une libido de type narcissique, donc ça c'est un concept freudien, à une libido de type objectal, c'est-à-dire d'une libido de type F à une libido de type H. Donc, par libido narcissique, il entend... alors, c'est très difficile à résumer. Sincèrement, je n'ai jamais peiné comme ça pour résumer un livre. Alors, le libido narcissique, vous avez besoin de comprendre l'image du jardin et du mur d'enceinte. Psychiquement, la femme est je cite l'auteur, hein, est un jardin et l'homme est un mur d'enceinte, ce qui explique que et ce qui se superpose à la théorie de la libido objectale et narcissique freudienne, au sens où vous voyez bien que le désir objectal freudien de l'homme est d'aller conquérir directement le jardin où poussent les fruits qui lui font tant envie, alors qu'en réalité, la femme ne désire pas un autre jardin, elle désire, à travers l'homme, le mur d'enceinte qui protégera et magnifiera son jardin. Donc, la femme ou les femmes, encore une fois, seraient en train de passer par une imbrication de transformation sociologique d'une libido narcissique de type F, c'est-à-dire trouver l'homme à l'ombre duquel elles resplendiront comme un jardin s'épanouit derrière un mur d'enceinte, à une libido objectale de type H, c'est-à-dire consommer des jeunes amants appétissants tant qu'elle dispose encore des moyens physiques le lui permettant. Et l'écueil, évidemment, de cette stratégie, je cite toujours Philippe de Vulpillère, est une forme finalement le marécage relationnel dans lequel s'enlisent les femmes ayant passé le pic de leur attractivité physique, c'est-à-dire 35-40 ans, et elles-mêmes, finalement, oui, la boucle se referme, là. Ça, c'est l'écart entre l'écran et mon retour, je me rate les doigts, étant condamné finalement par ricochet à une chasteté subie qui répond en espèce de miroir inversé à la néo-chasteté voulue que devrait l'homme. Ça, c'était pour le résumé simple. Alors maintenant, le résumé est plus détaillé. Alors, la société, on l'a dit, festive et cathodique, le festivus de Philippe Muret, met en avant de façon subliminale la beauté, la jeunesse, etc. Donc l'individu contemporain est lancé à son corps défendant dans ce qu'on appelle l'arène de la séduction. Je pense que ça dira quelque chose à tout le monde, hein, si vous ne l'avez jamais encore fait, si vous faites partie des 10 ou 20% de Français qui ne se sont jamais encore inscrits sur un site de rencontre et qui ne se sont jamais senti un produit sur une devanture de supermarché, une gondole de supermarché, eh bien faites-le, je pense que l'expression arène de la séduction vous parlera. Arène de la séduction qui est une compétition de tous contre tous, dit l'auteur, ou plutôt dit votre sociologue à lunettes, de tous contre tous pour toutes. Compétition, donc, pour l'accès aux femmes, dont
dont les modalités vont évidemment glisser sur le terrain que regardent les femmes en premier, c'est-à-dire ce que l'auteur appelle la valeur mondaine. En déplaçant les enjeux sur la valeur mondaine au détriment de la valeur morale, l'homme commet plusieurs erreurs fatidiques. Une première erreur biblique, et une seconde qui est que le problème de la valeur mondaine, c'est qu'on a finalement assez peu de prise, assez peu d'emprise dessus. On a assez peu d'emprise sur son âge, on a assez peu d'emprise sur sa beauté, et on a une emprise, on va dire, modérée sur son statut social. Donc, en déplaçant son enjeu vital sur le terrain où il n'a finalement qu'une emprise modérée, l'homme encourt le risque de la folie et surtout le risque d'être broyé par le mépris. C'est-à-dire que en chantant les louanges et en se lançant dans une compétition à la gloire des femmes dont en fait il ne cherche que l'accès au sexe, il tend le flanc finalement au mépris qui risque de devenir naturel à celles qui, sans l'avoir demandé, font l'objet d'une glorification, d'une sanctification. Cette folie est pluriforme, notamment lorsqu'elle s'insinue dans des contextes intrafamiliaux, où elle prend généralement le visage de l'inceste. Donc il cite un certain nombre d'études, que je ne remets pas en doute, montrant une permanence, une résilience des phénomènes de violences sexuelles intrafamiliaux qui semblent finalement contre lesquels le progrès ne peut rien et on n'arrive pas à l'éradiquer. Cette folie et cette décadence, qui ne tarde pas à se muer en ce qu'il appelle un holocauste psychique généralisé, empire. Et elle empire d'autant plus que nous vivons sous le dogme du déni du versant obscur de la femme. Donc, en simplifié, si nous allons de mal en pis, et si cela ne peut être de la faute des femmes, car elles n'ont pas, contrairement à nous, de versant obscur, alors c'est de la faute des hommes. C'est l'hypothèse, donc formulée ex post, du caractère intrinsèquement inférieur des valeurs masculines. Donc statistiques des prisons, 96,9% des prisonniers sont des hommes, etc. Ce qui tendrait à accréditer la morale déficiente de l'homme avec un grand H, et parce que la morale de l'homme avec un grand H serait déficiente, ça ferait de tous les hommes avec des petits H, donc c'est-à-dire nous, c'est-à-dire les hommes du quotidien, comme dit l'autre, des oppresseurs naturels. Évidemment, même si ce phénomène, cette mécanique et cette oppression s'opèrent à son insu, parce que l'homme avec un grand H est déficient moralement, toi, ferme ta gueule, tu l'es aussi. Voilà, tu es un oppresseur. Corinne Hirsch et Caroline de Haas te l'ont dit récemment. C'est ce que l'auteur appelle le passage à un nouveau Reich. Donc le dernier Reich, le troisième, était un Reich où une catégorie auto-désignée comme supérieure opprimait les races subalternes. Et là, nous sommes dans un Reich festivus, donc un concept hitléro-murérien, ou muréo-hitlérien, où par un tour de passe-passe idéologique, que Zemmour appelle le hold-up, le dominant, c'est-à-dire la femme, serait aussi l'opprimé. Avant, le dominant opprimait AIT, aujourd'hui, le dominant est opprimé et accent aigu. Donc, perversion du vrai et du faux,
inversion accusatoire du bien et du mal, le mal devient le bien, l'opprimé devient l'opprimant devient l'opprimé, etc. Dans ces conditions, l'esprit de l'individu n'est plus en mesure de penser ses sensations. Le cerveau ne décode plus. Je ne sais pas si l'image sera inversée de votre côté, enfin mon cœur est là, je ne sais pas si la caméra va inverser, enfin je ne me trompe pas de côté. Le cerveau, l'esprit n'est plus en mesure de décoder proprement les messages du cœur. Et alors en parlant de cœur, comment cette mécanique de la décadence organisée s'insinue-t-elle dans le couple et les rapports amoureux? Alors là, il fait une analyse assez intéressante du couple moderne, vu par les lunettes du couple traditionnel et vice-versa. Alors, dans le couple traditionnel, dit-il, le couple traditionnel est basé sur une partition des pouvoirs de type féodal, c'est-à-dire une hiérarchie où la femme est senza l'ombra d'un dubbio, sans l'ombre d'un doute, subalterne, subordonnée à son homme. Et cette subordination directe favoriserait, selon lui, ou a favorisé pendant des siècles, une dépendance mutuelle elle-même à la base de ce qu'il appelle une structure émotionnelle stable. C'est-à-dire que le rôle, dans un couple traditionnel, le rôle de l'homme et de la femme étant défini par avance, l'un devant à l'autre calories et protection, et l'autre lui devant accès à ses voies génitales et de reproduction, finalement ça exclut toute renégociation au fil de l'eau. Or la renégociation, c'est l'ambiguïté, l'ambivalence et l'incertitude. Donc en comparaison, en promouvant l'égalité homme-femme, c'est-à-dire en abolissant la hiérarchie verticale et la subordination de l'un à l'autre, nous nous confrontons de notre plein gré à un défi permanent de l'ambivalence, c'est-à-dire à une renégociation régulière du contrat de vivre ensemble. Et alors là, pour les plus fidèles, vous remarquez que là, vous retombez sur vos pattes, puisque le contrat de couple et la renégociation de couple, c'est quelque chose dont je vous dis que vous ne pouvez pas y échapper, et je vous le dis depuis mes premiers séminaires, il y a une dizaine d'années. Je l'ai dit notamment récemment dans un séminaire qui s'appelle Les 100 premiers jours et survivre à l'enfer du couple, rester séduisant en couple, je ne sais plus, où je parle de l'importance de la renégociation régulière de ce qu'on appelle le contrat de couple, qui de toute façon, le contrat de couple vous préexiste et vous survivra que vous le lisiez ou que vous le signiez ou pas. Hein, vous ne pouvez l'ignorer. Nul n'est censé ignorer la loi. En endossant, alors, donc ça c'est pour le couple, et pour la parentalité, je termine donc mon résumé plus détaillé. Sur l'aspect parentalité, évidemment, la renégociation, l'ambiguïté et l'incertitude actuelle autour du rôle du père, en endossant la responsabilité du nous, le père obligé avant l'enfant à tourner le dos à son petit jeu J-E, et petit jeu également J-E-U, tyrannique. Sans affirmation marquée d'un rôle paternel, l'enfant, qu'il soit fille ou garçon, risque de subordonner le bien commun à son bien individuel, la vie en société à ses exigences propres. Bref, ça risque de devenir un petit connard et une petite salope. Qu'est-ce qu'un connard et qu'est-ce qu'une salope? Et c'est la partie, selon moi, une des plus intéressantes du livre. Une petite salope. Je passe le bonjour à mes amis journalistes. Ouais, les salopes existent comme les salauds existent et les connasses existent comme les connards existent. Vous pourrez me la ressortir au procès, cette phrase. Donc, petite f perd son, et là je cite pour le coup, plafond symbolique. Le plafond symbolique de f étant h. H que le besoin immanent de justice et de vérité empêche de divaguer, et H qui canalise F en restreignant son pouvoir de destructivité psychique. Et c'est là que l'auteur fait un postulat qui me paraît tout à fait vérifiable, démontrable et sain et fonctionnel.
qui est que là, on le disait tout à l'heure, les 96% de prisonniers de sexe masculin s'expliquent parce que le versant obscur de l'homme est une destructivité physique, tandis que le versant obscur de la femme est une destructivité psychique. Et le rôle néoplatonicien, la façon dont s'imbriquent les deux types, les deux genres, les deux sexes, il appelle ça le plafond, Philippe appelle ça le plafond et le plancher. La femme serait le plancher symbolique de l'homme. Le regard de la femme aurait pour but d'empêcher l'homme de se haïr et de faire usage de sa destructivité physique contre les biens communs. L'homme serait le plafond de la femme, lui imposant justice et vérité, ce qui lui empêche de divaguer trop dans la méditation et restreint son pouvoir de destructivité psychique aux ennemis potentiels en l'empêchant de l'appliquer aux siens. Il n'y a rien de plus destructeur qu'une femme. Je m'adresse aux divorcés, je pense que j'ai de nombreux témoignages d'hommes qui me disent lorsque j'ai divorcé, lorsque nous sommes passés devant le juge, notamment pour la garde des enfants, je n'ai pas reconnu la femme que j'ai pourtant décidé d'épouser de nombreuses années auparavant. Bah oui, c'est quand le potentiel de destructivité psychique qu'elle avait et qu'elle a toujours eu ne s'exerce plus contre autrui, mais contre son ex-foyer, ou contre vous qui êtes devenu son ennemi. Là, vous découvrez le potentiel de destructivité psychique de votre ancienne compagne. Alors, voilà. Mon résumé est sans doute imparfait et incomplet. Peut-être également un peu indigeste, je n'en disconviens pas. Je vous mets au défi d'en faire un, ou d'en faire deux même, plus clair et plus limpide de cet ouvrage, qui encore une fois se rebiffe et ne se laisse pas résumer facilement. Alors, je vous donne quelques citations pertinentes, brillantes, remarquables du livre. Je ne vais pas les lire car, évidemment, nous n'avons pas tous le talent de comédien et mettre un texte debout en le lisant, en le rendant vivant est un don que je n'ai pas beaucoup. Donc je vous laisserai lire les citations, les extraits. Quand je vous dis citations, c'est également des extraits, vous voyez, de petites dizaines de lignes dans la fiche de lecture en cliquant sur le lien ci-dessous. Et nous allons maintenant en venir au concept. Donc je vous disais avoir recensé 6 concepts principaux. Et nous terminerons par mon avis et mon analyse. Alors, le premier concept a trait à l'enfantement. La fonction de la femme est d'enfanter un corps physique. Le rôle de l'homme est d'enfanter un corps social. C'est-à-dire un corpus de règles morales visant au bien collectif. L'homme s'intéresse aux structures et aux interactions des systèmes. La femme s'intéresse à, je cite toujours, met à son profit son empathie pour méditer sur le bien-être et les réputations. Dans la liste des questions et des interrogations que j'aurai à faire à l'auteur, donc s'il me regarde, je l'encourage à se mettre en contact avec moi, ou Michel met-le en contact avec moi, ou l'éditeur de Retour aux sources mettez-le en contact avec moi, j'aimerais l'interviewer, et pourquoi pas animer une petite conférence en commun. Je pense que nous avons beaucoup à nous dire. J'ai moi-même écrit 3 conférences, 2 sur le versant obscur féminin et 1 sur le versant obscur masculin, que je tiens à votre disposition, je pense qu'elles vous intéresseront beaucoup. Donc, petite question au passage, la fonction de la femme serait d'enfanter un corps physique, car elle n'est pas capable d'enfanter un corps social, or elle n'est pas capable d'enfanter un corps social, ou donc elle n'est pas capable d'enfanter un corps social. J'aimerais discuter avec vous de ce point. Alors, ça c'était sur l'enfantement. Après, sur les rôles symboliques de la femme et de l'homme dans le couple, donc je vous l'ai dit, ou je l'ai esquissé à demi-mot, ils sont alternativement et symboliquement jardin et mur d'enceinte. Là où je trouve que c'est finement conceptualisé, c'est que Philippe nous propose une lecture à deux niveaux, ou plutôt une lecture matricielle. Comme ça, une croix, de 2. Symboliquement, physiquement,
la femme et le jardin, et l'homme est le mur d'enceinte. Psychiquement, c'est l'inverse. Psychiquement, l'homme est le jardin, et la femme est son mur d'enceinte. C'est-à-dire, encore une fois, ce qui va cadrer, canaliser sa pulsion destructive vis-à-vis de l'extérieur. Sur la libido, donc je vous l'ai dit, encore une fois, je trouve très bien vu cette idée que l'homme convoiterait le jardin, c'est-à-dire métaphoriquement le sexe de la femme, la forêt, sans autre forme de médiation, tandis que la femme convoiterait le mur d'enceinte du jardin, c'est-à-dire métaphoriquement les conditions objectives et subjectives pour tomber enceinte, mais qui n'est que la magnification du jardin. Les boussoles, donc l'homme est une boussole morale empêchant une fois la femme de sacrifier le bien collectif à l'unique avantage des siens et de ses enfants, et la femme étant une boussole physique, c'est-à-dire retardant le recours systématique de H pur à la force brutale et l'éloignant de ses tendances à l'autodestruction larvée. Toxicomanie et autres intoxications, là on est 100% en phase, je l'ai expliqué et théorisé également dans mon séminaire, le versant côté obscur de H. Alors finalement, cette grille de lecture appliquée un petit peu à tout donne que sur le thème de la parentalité, le rôle de la mère et la tendresse, le rôle du père et la sagesse. Le père est prédisposé à faire régner la vérité et la justice, le mari à être écouté et obéi, tandis que la femme ayant pour vocation, en tout cas pour détermination, de faire régner paix et amour, elle n'a pas pour but d'être écoutée et obéie, mais d'être regardée et fêtée. Ce qui explique que 80 ou 90% des œuvres artistiques figuratives, portraits, nus, sculptures, etc., soient faites par des hommes représentant, mettant en scène, peignant et sculptant le corps de femmes, et pas l'inverse. Et ce qui explique également que à la maison, quand ça barde, quand ça chauffe, maman dit aux enfants, attention, quand papa t'as intérêt à écouter, sous-entendu tu ne m'écoutes pas, donc tu as intérêt à écouter, parce que sinon papa va rentrer, il va t'en mettre une, ou il va symboliquement te gronder, dirait-on aujourd'hui, et en symboliquement t'en mettant une, il va te faire obéir. Donc c'est-à-dire que... bref, voilà, vous avez compris. Alors, les gifles de réalisme, je vous laisse les découvrir dans la fiche de lecture, je ne vous en cite qu'une. Ces gifles de réalisme sont brillantissimes. Une à laquelle je n'avais absolument jamais pensé, c'est la numéro 1. Je vous laisse la découvrir. Je vous dis la 2, que j'avais pensé sans la conceptualiser, et je passerai en revue, je glisserai rapidement sur la 3, que j'ai non seulement pensé, mais également conceptualisée à l'identique. Alors celle à laquelle j'avais pensé sans mettre des mots, c'est le rôle objectif de la jeune fille en période de décroissance. Vous savez que nous sommes dans une période de décroissance énergétique qui va bientôt se sentir sociétalement et nous faire rentrer dans une période de décroissance forcée. Je vous renvoie, pour ceux qui l'ignoreraient, encore et toujours aux excellents travaux et aux non moins excellentes conférences de Jean Covici sur la synchronisation ou la synchronie des ressources énergétiques et des PIB, de la croissance et de la décroissance. Donc le rôle objectif de la jeune fille en période de décroissance est de divertir par le fun, d'enfumer tout le monde sur des problèmes sociétaux, ça on le savait, puis ce que j'avais moins théorisé, de culpabiliser et de déprimer certaines catégories de la population pour les préparer à être liquidées. Voilà. Ah, je vous avais dit, ça pique un peu. Et alors, l'autre gifle de réalisme, mais qui figure déjà dans mes séminaires depuis plusieurs années, notamment sur mes séminaires logique des femmes et logique des hommes, le côté obscur de H est le besoin de tuer, et le côté obscur de F, c'est se prostituer. C'est là-dedans, enfin, c'est l'unanimisme, tous les gens qui pensent arriver à la même conclusion. La version extrême du logiciel masculin
C'est un meurtrier autiste. Hein, et la version extrême du logiciel féminin, c'est une courtisane, une gros-gandine, c'est-à-dire une pute, quoi. Enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est l'auteur, mais bon, on arrive aux mêmes conclusions. Alors, je ne vais pas citer la partie que j'appelle les questions qui fâchent, car je trouve néanmoins que c'est un livre remarquable et pour l'instant pas assez remarqué, justement. J'espère que ma fiche de lecture vous en donnera, enfin, lui permettra, s'intégrera dans cette stratégie d'écho, vous savez, que tentent de provoquer les réseaux sociaux. J'espère que cette fiche sera partagée, j'espère qu'elle rebondira, qu'elle passera par l'auteur, par un autre éditeur. J'espère qu'elle participera à la traîne médiatique qui devrait suivre la sortie d'un livre comme celui-ci et qui, pour l'instant, me semble un peu discrète. Donc, il y a des questions qui fâchent, effectivement. Je le questionne à 4 reprises, notamment sur... Allez, je vous en donne une sur 4 et je vous laisse découvrir les autres dans la fiche. Une de mes interrogations... c'est sur ces solutions, en fait. Je vous avais dit en introduction que j'étais globalement d'accord avec le diagnostic et que j'étais plus dubitatif sur la prescription, sur l'ordonnance qu'il prescrit, et sur la posologie, notamment sur la surdétermination de la chrétienté, de la pratique pieuse, de la pratique religieuse dans les solutions évoquées, et sur l'idée que l'individu soit à même de contrôler ses désirs. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé quand j'ai étudié la religion païenne, le paganisme, notamment dans cet événement rituel du corps social qui s'appelle le banquet gréco-romain, et dans lequel j'ai découvert, à ma grande surprise, que le contrôle des pulsions n'était pas le fruit d'une méditation individuelle, mais était le fruit d'un contrôle coercitif doux de son cercle. La raison du banquet n'étant pas de baiser la femme du voisin, mais étant de boire le vin et de se livrer aux vapeurs de l'alcool et des substances en présence du regard du corps social auquel on appartient, afin de ne pas tomber dans l'excès. Donc voilà, une des questions que j'aurais envie de lui poser, s'il veut bien y répondre, et si nous mettons en place cette petite interview, c'est comment concilier individualisme et dionysiaque, et comment, en étant tragique comme toi, Philippe, peux-tu croire que les ressources que l'individu contemporain de surcroît a les ressources d'autocontrôle lui permettant de se modérer tout seul. Moi, je crois plutôt à une vision néo-païenne des choses, où le contrôle ne viendrait que de la crainte, que d'une coercition douce, c'est-à-dire de la crainte du regard de l'autre sur soi. Voilà, 4 petites questions comme ça qui n'ont rien de méchant, mais qui me permettent, dont j'espère qu'elles approfondiront le débat. Alors que vous dire, encore une fois, c'est un premier livre. C'est un livre qui a résisté à son résumé, car selon moi, il est tombé dans l'écueil de beaucoup de premiers livres, qui est la crainte de ne pas en écrire un second. Et quand on écrit un premier livre avec la crainte de ne pas en écrire un second, on veut y dire beaucoup de choses, beaucoup trop de choses. Et les 2 écueils de ce livre sont, selon moi, d'avoir voulu dire trop de choses, et dans une moindre mesure, d'avoir voulu articuler 5 auteurs dont l'articulation ne fonctionne pas toujours bien. C'est-à-dire que ce livre repose sur la Bible plus un quatuor. Ce quatuor étant le désir mimétique de René Girard, le festivisme de Philippe Muret, les théories sur la jeune fille, non pas de Monterland, mais du collectif Tiquin, et la Société libérale libertaire de Clouscar. Le quatuor fonctionne relativement en rythme, dirait-on, si c'était un quatuor de jazz. Et donc l'articulation dialectique entre le libéralisme libertaire de Clouscar, le désir mimétique de Girard, auquel on aurait pu rajouter
la transcendance et la communion de Denis de Rougemont, enfin tout ça fonctionne relativement bien. D'autres l'ont fait avant lui. Par moment, par passage, ce livre rappelle la sociologie du dragueur d'Alain Soral. Par passage seulement. Là où j'adhère moins, parce que je me méfie toujours des monodéterminismes, je me méfie toujours des grilles de lecture qui voient dans un traité, dans une personne ou dans une détermination extérieure la cause de tous les maux. Hein. Article 50, article 50, article 50. Je pense que la présence de références bibliques, l'omniprésence de références bibliques à chaque page, est un procédé narratif qui fonctionne moyennement bien et qui risque d'effrayer les lecteurs comme moi, hermétiques au monodéterminisme. Tu ne le sais pas, Philippe, mais j'habite entre la France et l'Italie, un peu plus en Italie en ce moment, et donc j'habite dans un pays où... j'habite dans la ville des 600 églises, il y a une église tous les 100 mètres à Rome. Les gens sont encore extrêmement pratiquants. On a à chaque Pâques des petits mots sur la porte nous proposant de nous bénir. J'ai des mots dans ma boîte aux lettres me disant de venir me confesser. Enfin, le Vatican est encore extrêmement prégnant et présent. J'habite à 800 mètres à vol d'oiseau du Vatican. Je passe devant tous les 2 jours en allant à la salle de sport. Donc, j'aimerais croire que le retour à une sainte pratique religieuse christiano-chrétienne ou protestante, on ne sait pas bien, enfin, est-ce que tu passes par les textes ou par les représentants, serait un remède à la décadence, comme Simone de Beauvoir disait que la débauche serait un remède à la prostitution. Tu donnes tort à Simone de Beauvoir sur son remède à la prostitution, mais autant je partage ton diagnostic, autant je ne partage pas ton ordonnance, et je constate tous les jours qu'une pratique religieuse assez prégnante dans la société ne règle pas le festivus et ne freine en rien, ne ralentit en rien ce que tu appelles l'injonction subliminale baise-moi, c'est-à-dire l'injonction des femmes à lancer les hommes dans une arène de la séduction dont ils terminent toujours finalement frustrés et dépourvus de leur boussole morale. Mais bon, bref, ce ne sont pas des désaccords de fond, ce sont peut-être des désaccords d'interprétation. Et oui, le dernier reproche que je ferai à ce constat, dont finalement, encore une fois, je partage le diagnostic dans les grandes lignes, dans les très grandes lignes, c'est une certaine acrimonie. Il y a voilà, c'est une... Je pense que un petit peu comme Nabokov en était le maître, notamment dans Lolita, ce qui se voit parfaitement, c'est que on peut prendre, pour se rapprocher de ton univers, peut-être les clairs-obscurs du Caravage. Les obscurs ne le sont qu'en les antagonisant au clair, et les moments de lumière de Lolita sont magnifiques parce qu'ils ne le sont qu'en contraposés au moment glauque et les moments de sombre. Tu vois, il y a cette dialectique logique entre le clair et l'obscur, et je trouve que même pour un tragique sowellien comme moi, le livre est un petit peu trop pessimiste, et du coup quelques petits traits de pinceau un peu moins sombres permettraient au lecteur finalement de se coinvolgere, pardon, de baigner, enfin de survivre d'autant mieux au diagnostic de la décadence. Enfin bon, bref, voilà. Ce n'est pas la meilleure des fiches de lecture, de la même façon que ce n'est pas le plus facile des ouvrages, mais en tout cas c'est la mienne. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout, et à la prochaine.